Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous spécial dédié à la gestion de la relation employeur-salarié. Lorsqu'une entreprise souhaite se développer, l'embauche de salariés devient alors indispensable. Mais qu'est-ce qui va réellement changer pour le chef d'entreprise? Eh bien, pour répondre à ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants que je remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Tout d'abord Karine. Bonjour Karine. Bonjour Anna. Alors toi tu es directrice associée du cabinet CAPEC RH, donc cabinet spécialisé dans la gestion de la paye, du droit social et des ressources humaines, filiale du cabinet d'expertise comptable CAPEC. Tu es à l'initiative de ce rendez-vous et tu as donc souhaité t'entourer de 2 spécialistes. Donc Clémence, bonjour. Bonjour Anna. Toi, tu es avocate associée au cabinet Légie Conseil. Et Emmanuel, bonjour. Bonjour Anna. Donc dirigeant de Patchwork RH. Tout à fait. Également présente sur le plateau, Delphine, bonjour. Bonjour Anna. Donc toi, tu es dirigeante de l'entreprise Vivexia. Toi, tu es accompagnée au quotidien par CAPEC RH qui t'aide à gérer tes ressources humaines au quotidien. Absolument. Karine, le sujet étant vaste, j'imagine que tu vas te focaliser sur certains points précis. Oui, effectivement, pour être plus concret, nous avons identifié 4 moments forts. Le premier moment, c'est lorsque le chef d'entreprise devient employeur. Le deuxième moment, c'est à l'arrivée d'un salarié. Le troisième moment, ce sont les moments d'échange entre employeur et salarié. Et le dernier temps fort, c'est le départ d'un salarié. D'accord, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on démarre sans plus tarder avec donc, le premier thème que tu as identifié, à savoir celui du chef d'entreprise qui devient employeur. Tout à fait. Donc, quand le chef d'entreprise devient employeur, c'est lorsqu'il embauche donc, son premier salarié ou lorsqu'il acquiert une entreprise ayant déjà un effectif présent. Donc, en fait, il y aura 2 principales conséquences. La première conséquence, c'est qu'il va devoir gérer du personnel. Et il va devoir également partager son projet d'entreprise. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il va devoir respecter de nombreuses obligations en termes de législation sociale. Alors, tu nous parles de projet d'entreprise, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, le chef d'entreprise, lui, il a construit vraiment sa stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que dans un premier temps, il a déjà déterminé la mission de son entreprise. C'est vraiment la raison d'être de son entreprise, pourquoi elle existe aujourd'hui. Ensuite, le chef d'entreprise est visionnaire. Donc, en fait, il a imaginé la vision de son entreprise sur du long terme. Donc, il sait où il va, en fait. Il s'est fixé également des objectifs. Et pour les atteindre, il a déterminé vraiment des actions à mettre en œuvre et les ressources qui lui seront utiles. Donc, en fait, le chef d'entreprise, lui, il maîtrise très bien son projet. Voilà. Il le connaît très, très bien, son projet. Mais maintenant, il a des salariés. Donc, en fait, maintenant, c'est important de partager et de communiquer vraiment le projet avec ses salariés. Alors, quel est l'intérêt de partager justement cette vision d'entreprise avec ses salariés? Le fait, en fait, de communiquer sur sa vision de l'entreprise, ça va lui permettre, dans un premier temps, vraiment d'impliquer et de fédérer les salariés autour du projet d'entreprise. Et ça crée vraiment un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et ça donne vraiment du sens également à leur travail. Ensuite, ça permet également de fixer un cap avec des objectifs communs. Et puis, ça permet également de coordonner vraiment les efforts de chacun pour réussir à atteindre les objectifs qui sont fixés par l'entreprise. Très bien, donc on a bien compris que la communication, c'était une étape fondamentale. Tout à fait. Tu nous disais aussi que le chef d'entreprise devient à son tour manager. Mais alors, quelles sont les qualités et puis qu'est-ce que c'est qu'un manager et qu'est-ce que c'est qu'un bon management? En fait, le management, justement, c'est la mise en œuvre des moyens humains, des moyens matériels de l'entreprise pour justement atteindre les objectifs qui sont fixés par l'entreprise. Alors, il est vrai que de diriger une entreprise, gérer du personnel, ça ne s'improvise pas. Et en plus, c'est un rôle qui est vraiment primordial vraiment dans l'entreprise. Ça demande vraiment des qualités de meneur, de communicant. Il faut savoir organiser le travail au quotidien. Il faut savoir écouter aussi les salariés. Il faut être exemplaire. Il faut aussi prendre des décisions et les assumer. Et le tout en plus en ayant du charisme, en étant humain. Et puis, je dirais, et surtout, c'est de rester le plus authentique possible. Emmanuel, est-ce qu'il existe plusieurs styles de management ou doit-on toujours manager de la même façon?
Alors, on compare souvent le manager comme un équilibriste qui va prendre plusieurs casquettes selon les situations, selon la maturité du personnel, la personnalité des gens qui sont à manager. Et puis, tantôt, il va devoir être directif, alors tout en étant bienveillant pour structurer l'entreprise. Il va être aussi persuasif pour mobiliser. Il va être également participatif pour associer le personnel à un projet d'entreprise qu'évoquait Karine, et puis délégatif pour responsabiliser les gens. Et je pense qu'au-delà d'avoir ces types de management en tête, il y a 3 choses à retenir. En 1, le manager, il doit fixer des objectifs. En 2, il doit être en capacité de donner les moyens de les atteindre. Et enfin, je dirais de faire monter en compétence les gens de l'équipe. Toi, Delphine, tu diriges une entreprise de 3 salariés. Est-ce que tu as appris des techniques de management? Au départ, à la création d'entreprise, j'avais pas notion de ce qu'était le management. J'avais même pas entendu parler de ce mot-là. Donc finalement, le management, c'est quelque chose qui s'apprend au fil de l'eau. Et je crois que ça repose énormément sur les qualités humaines. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Il y a plusieurs mots qu'Emmanuel a prononcés et qui me parlent beaucoup. Le premier, c'est participatif. En effet, le chef d'entreprise isolé dans son bureau ne peut pas être un bon manager. L'autre chose, c'est qu'il doit faire preuve d'engagement, beaucoup d'engagement. Et en ce sens, les salariés de facto suivent cet engagement la plupart du temps. Effectivement, il doit imprimer une certaine confiance pour la progression de l'apprentissage et la progression dans le métier des salariés. Alors Karine, quand on devient employeur, un certain nombre d'obligations apparaissent. Alors est-ce que tu peux nous en parler davantage? Alors oui, donc l'employeur a effectivement l'obligation de communiquer des informations à ses salariés. Certaines informations, notamment les consignes de sécurité, les coordonnées de l'inspection du travail, de la médecine du travail par exemple, doivent être obligatoirement affichées dans les locaux de l'entreprise et dans un endroit qui est accessible aux salariés. Et d'autres informations, par exemple la convention collective, les textes concernant l'égalité homme-femme, sont à la connaissance du salarié par tout autre moyen, donc par exemple via le site internet de l'entreprise. Ensuite, il est également tenu d'établir et de conserver des documents et des registres obligatoires. Alors, entre autres, nous allons retrouver le registre unique du personnel, donc c'est les entrées et sorties des salariés dans l'entreprise, et également le document unique de prévention des risques. Je rappelle que l'employeur a vraiment une obligation de protection de ses salariés. D'accord, donc tout ceci, quelle que soit la taille de l'entreprise? Alors en fait, il y a un socle de base qui est commun pour toutes les entreprises et même dès le premier salarié. J'insiste dessus parce que beaucoup d'employeurs pensent que quand ils ont moins de 10 salariés, ils n'ont pas l'obligation de respecter tout ça, mais si, ils ont bien une obligation. Et après, il y aura d'autres obligations supplémentaires qui vont se rajouter lorsque l'entreprise dépassera les seuils des 11 salariés et le seuil des 50 salariés. D'accord, donc il y a d'autres obligations, si je comprends bien. Oui, il y en a encore d'autres. Il devra, entre autres, déterminer sa convention collective applicable dans l'entreprise. Il devra également mettre en place une mutuelle d'entreprise, un contrat de prévoyance aussi, si la convention collective le prévoit ou s'il prévoit d'embaucher un salarié ayant le statut cadre. Clémence, que risquent les entreprises qui ne respecteraient pas ces obligations? Alors, il faut savoir que ces obligations se trouvent toutes dans le Code du travail. On n'a malheureusement pas un texte qui va lister chacune de ces obligations d'affichage. Ça aurait été trop simple. Il faut se référer, donc piocher dans le Code du travail en fonction de telle obligation, tel affichage, tel document il faut mettre en place dans l'entreprise. Et ensuite, en fonction du non-respect, qui dit non-respect dit sanction. Et dans le cas d'une sanction, elles sont plus ou moins importantes en fonction de l'affichage non respecté. Alors, l'employeur qui ne va pas respecter cette obligation va commettre ce qu'on appelle une infraction. Donc, ces infractions, elles sont relevées comment? La plupart du temps, c'est dans le cadre d'un contrôle inopiné de l'inspection du travail qui va effectivement relever des infractions de la part de l'employeur qui n'a pas respecté ses obligations d'affichage. Alors, en cas de manquement, l'employeur va s'exposer à des paiements d'amende dont le montant va être plus ou moins important en fonction de la nature de la sanction. Par exemple, le non-respect de détenir un registre unique du personnel, eh bien, l'employeur va s'exposer à un risque de payer une amende à partir de 450 € par manquement par salarié pour le non-respect du registre unique du personnel. Ouais. Donc, ça peut éventuellement chiffrer. Au-delà de ces risques d'amende, on a d'autres risques importants
qui sont à l'égard de l'obligation en matière de santé et de sécurité de l'employeur. C'est une obligation que rappelait Karine tout à l'heure, qui est essentielle et qui a en plus été vraiment renforcée par la loi du 2 août dernier sur la loi santé au travail, qui a vraiment renforcé la prévention et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Et le non-respect de cette obligation de santé-sécurité, et je pense vraiment au document unique d'évaluation des risques dont tu parlais tout à l'heure, Karine, qui est vraiment un document qui va permettre à l'employeur d'identifier tel poste, et même quelle organisation du travail maintenant va être sujette à risque pour le travailleur. S'il ne le respecte pas, non seulement il risque des amendes, mais il peut aussi engager sa responsabilité en tant qu'employeur en raison de son manquement à son obligation de santé et sécurité. Un salarié pourra aller donc au contentieux, au prud'homme, de manière individuelle. Il peut aussi y avoir des actions collectives à l'encontre de l'employeur qui n'aurait pas respecté ses obligations. Je prends l'exemple d'un salarié qui a un accident du travail. Voilà, un accident du travail, eh bien, l'inspection du travail, ou même en cas de contentieux, le salarié va pouvoir aller demander à l'employeur son document unique d'évaluation des risques. Qu'est-ce qu'il y avait ? Est-ce que l'employeur avait prévenu le risque qui s'est réalisé? Est-ce qu'il avait envisagé que le salarié, à tel poste, était exposé à un risque? Et quelles étaient les mesures qu'il avait pu mettre en œuvre pour pouvoir sécuriser cette difficulté? Donc tout l'intérêt, effectivement, pour l'employeur d'être vigilant au regard de ses obligations, non seulement d'affichage, mais vraiment, on va marteler ce point-là sur la santé et sécurité des travailleurs. Donc nous arrivons à la fin de cette première partie. Alors les 3 points essentiels à retenir, c'est que l'employeur doit partager son projet d'entreprise, il devient également manager et va devoir adopter son style de management, et il devra également respecter un certain nombre d'obligations sous peine de sanctions. Alors maintenant, Karine, on va passer donc au deuxième sujet que tu as identifié, donc à savoir celui de l'arrivée du salarié dans l'entreprise. Oui, donc l'intégration d'un nouveau salarié, c'est la dernière étape en fait du processus du recrutement d'un salarié. Donc c'est un moment qui est très important, qui permet vraiment de créer du lien et de fidéliser le salarié. L'objectif, là, c'est vraiment que le nouveau salarié prenne connaissance donc de l'entreprise, dans un premier temps, de son fonctionnement, de ses valeurs, de son projet, justement, de sa vision. Ensuite, de ses relations de travail, avec qui il va travailler au quotidien, de l'équipe dont il fera partie. Et ensuite, de son poste de travail, voilà, des missions qui lui seront confiées et qu'est-ce qu'on attend vraiment de lui, en fait, au quotidien. Alors, est-ce qu'il existe un outil, justement, pour permettre au salarié de savoir ce qu'on attend de lui ? Alors oui, donc il y a la fiche de poste. Donc la fiche de poste est un outil qui n'est pas obligatoire, mais qui est vraiment très utile en fait dans la gestion des ressources humaines. Elle va permettre de déterminer en fait les missions et les tâches à réaliser du salarié. Elle va permettre également de formaliser les rôles et les responsabilités de chacun dans l'entreprise. Et elle sert aussi d'outil d'évaluation du salarié. Donc en fait, le salarié, de son côté, il aura une vision très complète de ce qu'on attend réellement de lui dans l'entreprise. Quelles sont les missions qui lui sont confiées, quelles sont ses responsabilités aussi qui lui sont confiées, quels sont les moyens qui sont mis à sa disposition pour y arriver, quel est son positionnement aussi dans l'entreprise et dans son équipe. Et le chef d'entreprise, de son côté, lui, il aura une vision globale de l'organisation vraiment du travail dans son entreprise. D'accord, donc si je comprends bien, la fiche de poste, c'est un véritable outil de gestion des ressources humaines. Ah oui, tout à fait. Oui. En plus, c'est un outil qui peut être utilisé même dès le recrutement. C'est vraiment un outil de dialogue, de management, c'est un outil de gestion de la compétence, d'évaluation de la performance, d'organisation du travail. Donc c'est vraiment un outil qui est très complet. En plus, qui n'est pas très compliqué à mettre en place. Il permet vraiment de cadrer, de clarifier les rôles de chacun et de mettre du sens dans le travail. Clémence, donc Karine nous expliquait que la fiche de poste n'est pas obligatoire, mais est-ce qu'elle peut être utile en cas de contentieux ? Oui, tout à fait. C'est un outil qui n'est effectivement donc pas obligatoire, mais qui va être très utile, non seulement tout au long de la relation de travail avec le salarié,
Et également en cas de contentieux, même pour prévenir un contentieux, parce qu'avec cette fiche de poste, le salarié sait où il va, l'employeur sait ce qu'il est en mesure de lui reprocher. Là, ça n'a pas été correctement fait. Regarde ta fiche de poste, voilà ce que tu devais faire. Ça permet vraiment de favoriser les échanges avec le salarié et l'employeur. Et en cas de difficulté, de non-respect de ses obligations, ça va être un support quelque part pour l'employeur pour s'y référer, pour une éventuelle alerte, sanction disciplinaire. Et dans le cadre d'un contentieux lié à la rupture ou même à l'exécution du contrat de travail, ça permet d'avoir de la matière pour permettre de démontrer au contentieux les irrégularités, les manquements reprochés aux salariés et donc de donner des preuves que l'on va rapporter devant les juges pour dire regardez, le salarié savait ce qu'il devait faire, il n'a pas respecté ses obligations, il a, le cas échéant, été sanctionné, voire plus une procédure de rupture du contrat de travail a pu être mise en œuvre. Et effectivement, c'est donc un outil vraiment essentiel à avoir dans ces outils de ressources humaines. Et lorsque j'ai des clients qui n'ont pas de fiche de poste, dans une première embauche, par exemple, ils n'ont pas tout de suite la fiche de poste, ils disent on va le faire, etc. Moi, je trouve ça très utile de mettre dans le contrat de travail au moins les missions principales du salarié pour qu'il y ait vraiment une visibilité pour le salarié et l'employeur sur ce qu'il va y avoir à faire. Les missions principales, la liste n'étant pas nécessairement exhaustive. Et puis ensuite, on met en place cet outil qui me semble effectivement très important. Alors, lors de l'embauche d'un nouveau salarié, l'employeur a un certain nombre de démarches juridiques à réaliser, j'imagine. Donc oui, effectivement. Donc, il devra établir donc, la déclaration préalable à l'embauche, donc 8 jours avant l'embauche du salarié. Il devra également rédiger son contrat de travail. Alors, s'il embauche un CDI à temps complet, il est vrai que l'écrit n'est pas obligatoire du contrat, mais par contre, il est fortement recommandé. Je précise que s'il n'y a pas d'écrit, par exemple, vous ne pouvez pas appliquer une période d'essai pour le salarié. Par contre, donc, si c'est un CDD ou si c'est un temps partiel, là, par contre, l'écrit est obligatoire. Il devra également organiser la visite médicale du travail et puis affilier le salarié aussi à la mutuelle, sauf s'il y a un cas de dispense, et puis également à la prévoyance, si la convention collective le prévoit aussi. Donc il s'agit d'un salarié qui est cadre. Et pour finir, si l'employeur aussi peut se renseigner, car il peut aussi avoir droit à des aides à l'embauche. Donc là, Karine, tu as listé l'ensemble des obligations, des démarches juridiques. Alors, Emmanuel, j'imagine qu'il y a aussi d'autres moments clés importants pour faciliter l'intégration d'un nouveau salarié dans une entreprise. Alors tout à fait, il y a, selon moi, 3 grands moments à ne pas rater pour un employeur. C'est-à-dire qu'une intégration, ça se prépare en amont. Donc je pense qu'il faut l'annoncer aux autres collègues, expliquer dans quel contexte ce recrutement s'opère. Est-ce qu'on est dans un contexte de croissance ? Est-ce qu'il y a un nouveau marché qui vient d'éclater et puis il faut absolument que l'entreprise aille dessus. Il faut également penser au matériel nécessaire pour réaliser les tâches. Et puis, toutes les informations, les réunions, les plannings, etc. à préparer en amont. Et si possible, un tutorat, voilà, pour accompagner l'intégration du salarié. Ensuite, le jour J arrive, le salarié arrive, on essaie d'organiser un temps de convivialité avec les autres collaborateurs. On lui donne ses codes d'accès, son téléphone, les numéros de téléphone des collègues, etc. Et puis après, on va rentrer dans une espèce de routine. Mais attention, il faut prévoir des points réguliers, échanger avec le salarié sur ses difficultés, sur ses contraintes, sur ses ressources pour verrouiller sa période d'intégration. Delphine, est-ce que toi, au sein de ton entreprise, tu as mis en place des fiches de poste pour tes salariés ? Alors moi, elles sont venues un petit peu tard par rapport à la vie de l'entreprise, puisque les premiers salariés qui ont constitué l'effectif de Vivexia étaient partie prenante dans la création, puisqu'ils ont participé au montage de la boîte. Et donc, la situation était un petit peu différente. Maintenant qu'on a une certain âge, disons, l'intégration de nouveaux salariés ou bien la réalisation des fiches de poste pour les salariés qui sont déjà en place me paraît essentiel en effet. Je le vois pas trop comme un outil qu'on pourrait opposer au contentieux. Pour le coup, pour ma part, c'est plutôt un outil qui a servi en fait à poser les choses, c'est-à-dire à repréciser les fonctions de chacun. Ça n'avait pas été dit de la sorte jusqu'à maintenant. Donc ça permet effectivement à chacun d'avoir un repère
Et puis ça permet aussi de voir quelle progression ils ont faite depuis qu'ils sont embauchés. Et bien souvent, ils sont par eux-mêmes assez surpris de l'évolution qu'ils ont pu connaître en termes de savoir-faire. Et donc, pour moi, c'est un véritable outil maintenant. Nous arrivons à la fin de ce deuxième chapitre. Donc les informations à retenir sont que l'employeur a des démarches juridiques à respecter, qu'une fiche de poste est un outil non obligatoire mais en revanche très utile et qu'il ne faut pas oublier les moments clés lors de l'accueil d'un nouveau salarié dans une entreprise. Karine, tu vas nous parler maintenant des échanges qui peuvent se faire entre l'employeur et le salarié. Oui, tout à fait. Pour qu'une entreprise soit performante, il doit y avoir des échanges entre les salariés et entre la direction et les salariés. Ces moments sont très importants car ils créent vraiment du lien, ils donnent du sens au travail et ils permettent vraiment de favoriser la bonne entente entre l'entreprise et les salariés. Et il est vrai que dès qu'il y a une bonne entente justement entre entreprise et salariés, ça permet vraiment de conserver une bonne relation employeur et salarié. Ça conserve vraiment une bonne cohérence justement entre les attentes de l'entreprise et les attentes des salariés sur un projet qui, lui, est commun. Donc, ce sont vraiment des moments d'échange qui sont très importants dans l'entreprise. Alors, j'ai identifié, en fait, deux principaux moments, je dirais, formalisés, en fait. Donc, c'est l'entretien professionnel et l'entretien annuel d'évaluation. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales différences entre ces deux entretiens ? Ces entretiens sont différents car ils n'ont pas le même objectif et ils n'ont pas non plus la même obligation. L'entretien professionnel, lui, par contre, il est obligatoire. Il est obligatoire tous les 2 ans. Et l'objectif, c'est vraiment de définir en fait l'évolution professionnelle du salarié, d'identifier les besoins de formation et puis de dresser en fait un bilan vraiment de son parcours professionnel. L'entretien annuel, lui par contre d'évaluation, il n'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment un outil de management RH très utile aussi. Lui, en fait, l'objectif, c'est vraiment de dresser un bilan de l'année qui vient de se passer, d'échanger sur l'année à venir, d'apprécier les compétences vraiment du salarié. On va dire la fiche de poste est très utile d'ailleurs. Elle permet vraiment de mettre en lumière, justement, comme Delphine tout à l'heure, les réussites du salarié, les difficultés qu'il a rencontrées et les axes de développement. Ça permet également de faire un point aussi sur les objectifs, à savoir s'ils sont réalisés ou pas, et d'en prévoir justement pour l'année suivante. Alors Clémence, en cas de contentieux une nouvelle fois, est-ce que l'entretien annuel peut être utile et si l'entretien professionnel n'est pas mis en place, quels sont les risques encourus par l'employeur ? Alors l'entretien professionnel qui effectivement est obligatoire tous les 2 ans, le non-respect donc de cet entretien va exposer l'employeur dans les entreprises de 50 salariés et plus à un abondement du compte personnel de formation. L'employeur va devoir le créditer de 3 000 €. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce risque-là n'existe pas, donc cet abondement. En revanche, il va y avoir un risque sous l'angle accompagnement du collaborateur, visibilité sur sa formation, etc. Donc, dans le cadre toujours d'un contentieux, le salarié pourra le reprocher à l'employeur en disant « mais je n'ai pas évolué ». Comme je le souhaitais, parce que vous n'avez pas réalisé cet entretien professionnel, qui est une obligation. Donc l'entretien d'évaluation, lui, n'est pas obligatoire, mais il est très très utile parce qu'il va permettre à l'employeur de fixer des objectifs à ses salariés. Ils vont se revoir donc tous les ans pour faire le point sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Il est important également, toujours en cas de contentieux ou pour s'assurer de la bonne exécution du contrat de travail du collaborateur parce que il y a certains postes notamment où il y a des objectifs, des résultats à atteindre et l'employeur, si les résultats ne sont pas atteints, pourra éventuellement les opposer aux salariés. On peut ensuite aller sur des sanctions disciplinaires ou sur du licenciement si vraiment on est sur un salarié qui n'atteint pas les résultats escomptés. Donc ça peut être un outil pour aller jusqu'à la rupture du contrat de travail. Alors je rejoins Delphine tout à l'heure quand tu disais, moi je vois pas ces outils non obligatoires comme pour faire face à un contentieux ou pour envisager une rupture éventuelle du contrat. Heureusement, lorsqu'on embauche quelqu'un, c'est pas pour imaginer rompre la relation de travail à un moment donné. Il faut quand même que l'employeur se donne des outils et des éléments de preuve parce qu'on voit quand même assez souvent lorsqu'il y a des contentieux, lorsqu'il y a des litiges employeur-salarié, l'employeur, lorsque je vais lui demander
Est-ce que vous avez tracé, est-ce qu'il y a des éléments à opposer aux salariés lorsqu'on a besoin de preuves à démontrer, à opposer à la partie adverse, pour les juges également, hein, qui vont devoir se positionner sur la validité ou non du licenciement, ils vont demander des éléments probants. Si vous n'avez rien fait, alors que vous savez en plus pertinemment, ah mais j'ai rien fait, mais nous on se disait tout comme ça, voilà, en entretien informel, et puis ça se passait bien jusqu'au jour où il y a une rupture de confiance, et puis finalement on a décidé d'arrêter tout ça. Mais si vous n'avez rien, on ne va pas pouvoir faire vraiment grand-chose et pas aller au bout de la relation de travail et rompre, à la limite, je dirais, dans de bonnes conditions. Parce que si on a eu cet outil-là, qui est l'entretien annuel d'évaluation, les fiches de poste, qui permettait un échange régulier, le salarié savait où il en était, savait qu'il ne faisait pas correctement son travail, je pense que si on doit aller au bout du bout à la rupture du contrat, c'est plus facile pour le salarié de comprendre pourquoi on en est arrivé là et l'employeur de l'expliquer aux collaborateurs plutôt que d'arriver à une rupture brutale parce qu'on n'avait aucun outil et ça tombe comme ça pour le salarié. Alors Emmanuel, Karine et Clémence nous ont parlé donc de ces 2 moments formalisés, mais est-ce qu'il existe d'autres moments d'échange entre l'employeur et le salarié ? Alors oui, on a souvent l'image d'un employeur, d'un entrepreneur avec la tête dans le guidon. Et comme personne n'est infaillible, on peut passer à côté de difficultés des salariés. Et la préconisation qu'on pourra avoir sur ce sujet, c'est de trouver des temps pour développer du dialogue professionnel. Alors le dialogue professionnel, c'est discuter du travail réel. Alors, on a beaucoup évoqué la fiche de poste, mais c'est de voir vraiment comment le salarié fait directement, de manière très opérationnelle. Et alors ce dialogue professionnel, il a pour objectif l'évolution des méthodes de travail, l'amélioration des processus, et puis normalement un collaborateur épanoui est un collaborateur qui est plus performant. Voilà ce que peut proposer le dialogue professionnel. Delphine, est-ce que toi tu mènes des entretiens annuels avec tes salariés ? Donc effectivement, oui, on mène des entretiens individuels. Alors les premiers qu'on a mis en place, c'était les entretiens d'évaluation classiques. Par contre, effectivement, en étant accompagnée par Karine notamment, j'ai découvert que les entretiens professionnels étaient obligatoires tous les 2 ans. Donc voilà, je suis dans les clous maintenant. C'est en effet particulièrement utile, encore une fois, avec l'appui des fiches de poste. Ça permet vraiment d'échanger sur les temps forts, les temps faibles de l'année. Parfois, on en a discuté avant la réalisation concrète de ces entretiens. Bien sûr, on n'attend pas le jour J une fois par an pour parler des difficultés et aussi des bonnes choses qui sont arrivées dans l'entreprise. Mais en tout cas, ça permet de formaliser les choses et puis surtout de fixer les objectifs. Et en fait, je m'aperçois que les salariés eux-mêmes sont très demandeurs de ça. Très demandeur de fixer des objectifs et évidemment de les remplir chaque année. Donc nous arrivons à la fin de ce 3e point. Donc les informations à retenir sont que les échanges réguliers entre employeurs et salariés permettent d'entretenir de bonnes relations. L'entretien professionnel est obligatoire. L'entretien annuel, lui, ne l'est pas, mais en revanche, nous avons bien remarqué qu'il était très utile. Karine, maintenant, 4e temps fort que tu as souhaité traiter, à savoir celui du départ du salarié. Et oui, donc en fait, l'effectif d'une entreprise, elle évolue au fil du temps. C'est tout à fait normal, ça fait partie du cycle de vie justement d'une entreprise. Pour autant, c'est vrai que gérer le départ d'un salarié, c'est toujours une situation qui est un peu délicate. Surtout qu'il peut y avoir un conflit qui mène à un départ. Bon, fort heureusement, on a quand même des départs qui se passent aussi sans conflit. Certains départs peuvent être anticipés, d'autres pas du tout. Donc en plus, ça peut des fois amener à une désorganisation en fait aussi dans le travail. Donc on a plusieurs types de départ d'un salarié. Ça peut être à l'initiative du salarié, une démission par exemple, à l'initiative de l'employeur, donc sur un licenciement. Et puis donc nous avons également la rupture conventionnelle qui elle est d'un commun accord employeur-salarié. Mais je dirais en fait qu'un départ, peu importe quelque part son motif, parce qu'un départ génère quand même beaucoup d'obligations sociales qui sont prévues dans le Code du travail. Et donc il est très important de bien respecter le cadre juridique de ces procédures. Clémence, est-ce que tu rencontres des litiges en matière de rupture de contrat de travail ?
Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'à peu près 90% des litiges concernent des litiges prud'homaux liés à la rupture du contrat de travail avec les salariés. Donc effectivement, la rupture du contrat de travail, c'est un cas de figure que l'on rencontre quasi tout le temps au Conseil de prud'homme. Et se greffent à ces litiges-là souvent des litiges liés à la durée du travail. Parce que lorsqu'un salarié va aller contester la rupture de son contrat de travail, il va creuser un petit peu par le biais de son conseil, qui va aller regarder un petit peu si tout l'aspect durée du travail, repos, heures supplémentaires, si ce n'est pas des heures supplémentaires, ça peut être un forfait jour. Et là, le forfait jour, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, à suivre. Et donc, dans ce cadre-là, il peut y avoir des demandes importantes par rapport à la durée du travail. Donc, risque lié à la rupture et également à la durée du travail. Alors, l'idée n'est pas d'effrayer les employeurs, les chefs d'entreprise, futurs employeurs, sur l'embauche du salarié et toute la vie du contrat de travail jusqu'à la rupture. L'important, c'est vraiment mettre en place des méthodes. Déjà, être vraiment dans les clous des obligations en matière de durée du travail, toutes les obligations dont on a pu parler, affichage, entretien, etc. Et ensuite, d'acquérir des méthodes de travail, méthodes qu'on va mettre en œuvre avec les collaborateurs. Ça va être des méthodes pour le management, les entretiens, pour vraiment avoir de l'échange toujours avec les salariés. L'important, c'est vraiment de créer du lien avec les collaborateurs, qu'il y ait une réelle relation de confiance entre l'employeur et le salarié pour permettre une fluidité de la relation de travail tout en... alors voilà, c'est mon métier d'avocat qui toujours est là pour vous dire ménagez-vous des preuves, donc ayez vraiment des outils écrits pour pouvoir avoir des éléments à opposer aux collaborateurs en cas de difficulté ultérieure. Alors Emmanuel, est-ce qu'il est possible d'éviter les conflits ? Ah oui, il faut garder à l'esprit qu'une entreprise a un environnement complexe, puisqu'on retrouve en son sein des individus qui ont des intérêts, des buts qui sont différents, mais ces personnes doivent s'associer pour produire un résultat, produire l'objectif de l'entreprise. Dans les TPE, il y a une difficulté qui se rajoute, c'est la proximité, l'affect qui peut se créer entre les gens. Et donc, il faut réguler ces tensions pour justement essayer d'éviter le conflit. Et c'est possible quand on développe de l'écoute, essayer d'écouter, de comprendre les collaborateurs, comprendre les différents points de vue, avoir des échanges qui soient constructifs, dans le respect des uns et des autres, c'est important. Et puis, je pense qu'il faut vraiment bien distinguer les personnes des problèmes pour les comprendre, s'appuyer sur des choses observables, quantifiables, sur les faits pour comprendre les difficultés de chacun, et puis d'être plutôt dans une posture de partenaire qu'adversaire. Ça a également son importance. Et voilà, je pense qu'on peut trouver un compromis gagnant-gagnant entre l'employeur et le salarié. Nous arrivons à la fin de cette 4e partie. Donc les informations à retenir, c'est que le cadre juridique est très important lors de l'établissement d'un contrat de travail et qu'il existe des solutions pour éviter les conflits. Moi, je pense que nous avons fait le tour des différents thèmes que tu as souhaité aborder. Karine, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu devais donner 4 conseils aux chefs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui, lesquels seraient-ils ? Alors, merci Anna. Alors, mon premier conseil, c'est donc de vraiment respecter les règles juridiques, les obligations sociales de l'employeur. Alors, on a constaté qu'elles étaient très nombreuses, mais pour autant, il faut vraiment les respecter, car ne pas le faire, ça a vraiment des conséquences très importantes pour l'entreprise. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser des outils. Alors certes, ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont très utiles pour l'entreprise. Ils sont aidants, ils permettent vraiment de clarifier les relations de travail et ils aident vraiment dans la gestion du quotidien des RH. Et ils sécurisent aussi l'employeur en cas de contentieux. Donc mon troisième conseil, c'est de bien communiquer autour de son projet d'entreprise, de sa vision de l'entreprise. Le fait de communiquer fait que le salarié se sent impliqué. S'il est impliqué, il est motivé, et s'il est motivé, il est performant. Et être manager, c'est un réel métier, et c'est un rôle vraiment primordial dans l'entreprise si on souhaite que l'entreprise soit performante. Et mon dernier conseil, c'est de se faire accompagner.
Il est vrai qu'être dirigeant, ça ne veut pas dire tout maîtriser. C'est tout à fait normal de ne pas tout savoir. Donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels. Merci à tous pour votre présence ce jour. Merci. Nous espérons que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à retrouver le replay de notre émission sur nos réseaux sociaux et site internet et à contacter les intervenants présents si vous avez besoin d'être accompagnés à votre tour. Merci à tous et bonne journée.